Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents dans cette table ronde dans laquelle on va aborder une partie des relations franco-allemandes, pas l'intégralité bien sûr. Donc pour que vous puissiez poser des questions, parce que j'ai vu que vous avez a priori pas mal de questions déjà préparées ou que vous aviez envie de poser. Avec Daniel Groscola, on va être assez court dans nos propos. Et comme ça, vous pourrez poser des questions, nous poser des questions à tous les deux. Donc, moi, on va essentiellement, tous les deux, revenir sur le geste de Verdun, c'est-à-dire que, comme vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, dans 2 jours, on fêtera le 35e anniversaire du geste de Verdun, mais vous connaissez tous, ou presque, j'espère, cette photo qui représente le président de la République française, François Mitterrand, et le chancelier allemand Helmut Kohl se tenant la main. On a dit souvent qu'ils se serraient la main. En fait, c'est surtout qu'ils se tiennent la main, créant quasiment un M d'une certaine manière. Certains même voyant se profiler Maastricht plus loin avec ce grand M. Ou alors d'autres disant que c'est tout simplement l'amour. Mais donc du coup, vous connaissez tous cette photo, mais comme tout, et tout ce qui concerne l'histoire, cette photo, elle se situe dans un contexte. Et éventuellement, tout à l'heure, on reviendra sur les logiques de contexte, parce que on ne peut pas analyser des données historiques et des faits sans les remettre et les réinsérer dans un contexte. Et ça, c'est absolument primordial. Et pourquoi je réindique ça, c'est que souvent, parfois, aujourd'hui, on a une lecture de faits historiques en les sortant du contexte dans lequel ils ont été faits, ils ont été dits, et c'est pour ça que tout ce qu'a dit Hélène Carrère-Danco, c'était très intéressant et très important tout à l'heure, parce qu'elle remettait les éléments et les événements dans leur contexte historique, et ça permet de mieux les comprendre, de mieux les saisir. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur ce geste de Verdun, sur le contexte du geste de Verdun. Donc c'est un geste particulièrement symbolique, donc c'est une photographie, vous la connaissez, qui a fait le tour du monde aujourd'hui. Tout le monde la connaît. Quand on dit tout le monde, c'est pas seulement vous et moi, c'est le monde entier de manière générale, avec même une volonté des fois, s'en inspirer d'une certaine manière. Parce que cette photographie et le geste de Verdun, déjà notez que c'est un événement historique qui a un nom, ça s'appelle le geste de Verdun. Donc, et ce nom, il est établi, reconnu, donc 22 septembre 1984, geste de Verdun. Voilà, donc c'est déjà important, il a un nom, il est labellisé d'une certaine manière. Donc ce geste symbolique qui a fait le tour du monde et qui est donc devenu historique. Donc je vous propose de revenir un petit peu sur le contexte donc du 22 septembre 1984. Donc déjà, on se trouve de manière générale dans une période de relations extrêmement favorable entre la France et l'Allemagne, et dans les relations entre le président de la République française, François Mitterrand, et le chancelier allemand Helmut Kohl. Des relations favorables parce que, d'une part, on parlait de guerre froide tout à l'heure, les relations, notamment François Mitterrand, dans l'année 1983, a soutenu le chancelier allemand Helmut Kohl, notamment en janvier 1983 lors d'un discours au Bundestag, et notamment par rapport à ce qu'on appelle la crise des euromissiles. C'est une période aussi justement où, en 1985, donc après, les relations avec l'Allemagne vont se retendre un petit peu sur un certain nombre aussi de relations, notamment sur l'initiative de défense stratégique qui était poussée par le président américain Ronald Reagan. Donc François Mitterrand n'aura pas la même position
par rapport à Helmut Kohl que celle qu'il avait en termes de rapprochement dans l'année 1983. Et il y a un autre élément de contexte qui est extrêmement important, c'est que 1984, c'est l'année du 40e anniversaire du débarquement. Et pour ce 40e anniversaire du débarquement, vous l'avez peut-être vu, parce qu'on est dans une année anniversaire également, vous avez peut-être regardé au mois de juin à la télévision comment ça se passait. Vous pourrez regarder sur les sites internet comment des photos du 40e anniversaire ou du 50e anniversaire. Il y a les plages du débarquement, des grandes tribunes, des chefs d'État, des rois. Mais en 1984, vous ne verrez pas le chancelier allemand Helmut Kohl. Pourtant, François Mitterrand, justement par rapport à ce rapprochement et cette volonté de mener à bout, de mener à bien ce rapprochement entre, et surtout cette réconciliation franco-allemande, aimerait bien organiser quelque chose avec le chancelier allemand Helmut Kohl sur justement cette réconciliation, et notamment cette réconciliation par rapport aux deux guerres, pas seulement la seconde, pas seulement la première, mais les deux. Mais le moment n'est pas encore venu d'inviter le chancelier allemand pendant cette commémoration. Ça n'aurait pas plu, ça aurait fait énormément polémique par rapport aux autres pays, et puis aussi en France, tout simplement. Je vous donne un exemple. 10 ans après, le 14 juillet 1994, des militaires allemands défilent sur les Champs-Élysées dans le cadre du défilé de l'Eurocorps. On est 10 ans après, hein. Ça a fait assez scandale à des moments donnés. C'est-à-dire qu'il y a eu des polémiques, du bruit par rapport à ça. Donc du coup, après une certaine réflexion autour de cette participation ou non, et là non, de l'Allemagne aux commémorations du 40e anniversaire, alors qu'en plus, je parlais à table tout à l'heure des importances des G7 et des G7 par rapport à l'histoire, notamment du G7 français en 1989 qui tourne autour des commémorations du bicentenaire du 14 juillet 1989, et bien là il y a un autre G7 à cette époque-là, c'est-à-dire au niveau de juin 84, qui ne se passe pas en France, qui se passe en Grande-Bretagne, et Helmut Kohl est invité. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a les mêmes, plus qui étaient là sur les plages du débarquement la veille, plus Helmut Kohl. Donc c'est étrange, il y a un peu un sentiment, on va dire, de malaise, donc il faut faire quelque chose. Donc François Mitterrand et Helmut Kohl s'entendent sur le fait qu'ils doivent obligatoirement se voir et que la France doit organiser quelque chose. Donc, pour faire vite, la visite elle-même, donc, elle est à peu près fixée lors du sommet franco-allemand de Rambouillet en mai 1984. Quelque chose sera organisé à Verdun en septembre 84. Bon, voilà. C'est comme ça que ça arrive. Le choix de Verdun apparaît assez évident pour à la fois des raisons symboliques nationales, mais aussi des raisons symboliques personnelles. Parce qu'on va rappeler pour les deux personnages. Donc François Mitterrand, lui, on verra ça tout à l'heure, a été blessé par un éclat d'obus à Verdun en 1940, en mai-juin. Pour le chancelier Helmut Kohl, qui lui a perdu un de ses frères, Walter, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est à Verdun que son père, Hans, qui a une particularité, c'est qu'il a participé aux deux guerres, son père est devenu lieutenant à Verdun. Donc du coup, c'est une ville en dehors des symboliques nationales qui a une symbolique pour les deux hommes. Donc c'est un choix aussi politique. C'est un lieu qui est consacré à la Première Guerre mondiale, à la base, et non obligatoirement à la Seconde. La guerre de 14-18, elle va faire le pont de la réconciliation de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on va se réconcilier sur les bases de la Première pour aller aussi sur la Deuxième. Je vais aller un petit peu vite, je donner la place à Daniel, c'est pas facile. Donc,
comment se déroule à peu près, globalement, je vais le faire assez vite, les chefs d'État donc arrivent, tous les deux dans leurs avions respectifs. D'abord, ils montent dans l'hélicoptère présidentiel et ils vont dans la Meuse qu'on s'envoie dans le cimetière militaire allemand. Donc là, ils visitent le cimetière, déposent des couronnes au nom des Allemands morts durant les guerres, et non pas la Première Guerre, mais les guerres. Bien sûr, les hymnes sont joués, et ils repartent alors pour le fort de Douaumont, et ils arrivent vers 17h30 au fort de Douaumont, que vous connaissez tous, ce qui est un avantage, parce que, ou presque j'espère, parce que tout le monde ne connaît pas en France le fort de Douaumont, c'est un tort, mais c'est aussi comme ça, si je pouvais tous les emmener par la main, je le ferais au fort de Douaumont pour visiter, puis surtout pour visiter le matin, au lever du soleil. Là, donc ils sont accueillis officiellement, ils parcourent tous les deux les 137 mètres de nécropole, je crois, si ma mémoire est bonne, et au moment où ils sortent de l'ossuaire, donc ils se dirigent vers un édifice. Alors, avec Daniel, il y a un élément où on a du mal à le replacer dans l'ordre, c'est que je pense que d'abord, ils vont planter tous les deux, et pas tous les deux, parce que Daniel était également présent, et donc il en parlera tout à l'heure, un arbre, des arbres, sous une pluie absolument battante. C'est en direct à la télévision, tout est retransmis en direct, c'est un moment extrêmement important. Il pleut tellement que des fois on voit quasiment rien, ou presque, à la télévision. Et ensuite, il y a un autre moment, et c'est le moment qui va devenir le plus important et qui va devenir symbolique. C'est le moment où ils sont devant ce qu'on appelle un catafalque, c'est-à-dire qu'il y a un cercueil sur lequel il y a les drapeaux à la fois français et allemands. Ce cercueil est bien sûr vide, mais représente les morts français et allemands des deux guerres mondiales. Donc l'hymne allemand est lancé, et puis ensuite, au moment où on va commencer l'hymne française, là, alors que François Mitterrand a adressé quelques mots à Helmut Kohl, ils se prennent par la main, je laisserai après d'autres éléments à Daniel, et donc il reste comme ça. Donc, c'est ça qui est là, c'est ces photos qui vont après de cet événement-là, qui vont devenir ce symbole de réconciliation. Et je vais en terminer par là, et après je répondrai aussi, après Daniel, à vos questions, c'est que cet élément-là, d'une certaine manière, c'est l'acte final de la réconciliation franco-allemande, ouvert par le général de Gaulle et Adenauer en 1963. C'est-à-dire que c'est une réconciliation qui prend du temps, ce qui est tout à fait normal. On verra même que c'est difficile, comme je vous l'ai dit, en 1994, de réaccueillir les Allemands dans un défi du 14 juillet, mais on va ouvrir de fait, la France et l'Allemagne, réellement, le chapitre de la construction européenne. C'est-à-dire qu'il y a des pages qu'il ne faut pas tourner ni arracher, il y a des pages qu'il faut tourner, et pour entamer un nouveau chapitre et des nouvelles pages à écrire. Et donc ce geste de Verdun est éminemment symbolique et éminemment important par rapport à ce qui va arriver après, c'est-à-dire la construction européenne. Je reviendrai sur les questions que vous aurez à me poser tout à l'heure. Je vous remercie. Je vais essayer d'être bref sur certains aspects qui viennent d'être traités. Donc, j'étais secrétaire général de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ça nécessite quand même quelques explications. Qu'est-ce que l'Office franco-allemand pour la jeunesse? En 1962, le général de Gaulle a décidé
d'effectuer un voyage en Allemagne. Et côté allemand, on redoutait un petit peu ce voyage d'un général qui allait se comporter en vainqueur. Or, le général de Gaulle a fait savoir qu'il allait faire un unique discours depuis l'hôtel de ville de Ludwigsburg, s'adressant à la jeunesse allemande. Or, à la surprise de tout le monde, dans son discours, il s'est adressé à la jeunesse, non pas en disant le passé, effaçons-le, mais construisons ensemble l'avenir et ça sera avec vous les jeunes. Et dans cette perspective, et il n'en avait pas parlé à ses ministres, les ministres l'ont appris, nous allons créer une organisation pour que les jeunes Français et Allemands puissent se retrouver et se mieux connaître. Et donc, en janvier 2000, je me trompe, non, dans les milliers d'années, 1963, a été signé le traité concrétisant cet accord. C'est l'accord, le traité de l'Élysée, qui prévoit une coopération et qui crée indirectement, les textes complémentaires seront formulés un petit peu plus tard, en juillet, mais qui crée l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a pour objectif de permettre donc aux jeunes Français et aux jeunes Allemands de coopérer, de vivre ensemble leurs loisirs, d'organiser des échanges scolaires, universitaires. Et donc, pour marquer qu'il n'était pas question d'oublier, le général de Gaulle a proposé comme secrétaire général un ancien déporté, fils d'un général lui-même. C'était tout le symbole, une amitié franco-allemande sans pour autant oublier le passé. J'ai donc été nommé secrétaire général, tous les 5 ans, le secrétaire général changeant, tantôt un Allemand, 5 ans après un Français, une alternance, de façon à ce que ce soit une institution totalement binationale. J'ai été nommé lors d'un sommet franco-allemand de novembre 1900, je me mélange dans les années, 1983, et j'ai pris mes fonctions donc début 1984, et je vais très vite, j'ai été convoqué à l'Élysée en juin 1984, où le responsable des relations internationales m'a dit le chancelier Kohl et le président Mitterrand ont décidé, et c'est ce que tu viens de développer, d'organiser une cérémonie qui marque que la réconciliation, c'est un acquis et qu'il faut désormais une véritable coopération entre les deux pays. Et comme je sortais, un huissier m'a dit « Le président voudrait vous parler ». Donc, introduction auprès du président qui, en gros, m'a dit « Ça fait 22 ans, traité de l'Élysée à 1983, 4, ça fait 22 ans que des efforts sont faits en direction de l'Allemagne et en direction de la France pour une relation normalisée. Il faut passer à une autre vitesse. Donc nous avons décidé d'organiser sur le site de Verdun une cérémonie, mais nous souhaiterions qu'il y ait ce symbole de la jeunesse. C'est sur la jeunesse que nous voulons investir, donc tout naturellement l'Office franco-allemand. Et donc, faites-nous une proposition. Et donc, 8 jours après, j'ai avancé une proposition que j'avais élaborée avec le recteur du moment, le recteur Chalin, qui était un grand résistant et qui m'a beaucoup aidé dans toute cette entreprise. Donc, nous avons bâti un projet où 250 élèves, lycéens, collégiens, et il paraît qu'il y avait même quelques de l'enseignement élémentaire, de français et autant côté allemand, c'est-à-dire 500 enfants,
aller planter des arbres à proximité de l'ossuaire de Douaumont. Tout s'est bien organisé, tout était presque parfait, mais au moment où les deux chefs d'État ont fait savoir qu'ils voulaient planter également leur arbre, et au moment où les deux chefs d'État sont arrivés, une averse terrible s'est déclenchée. J'ai salué tout à l'heure des enseignants qui étaient présents, car les enfants des écoles, il y avait un nombreux public. C'était terrible. Les télévisions ont interrompu les enregistrements et la seule photo que je possède, faite par le photographe de l'Élysée, on croirait une photo de nuit. Donc il y a très très peu d'éléments. Et les deux chefs d'État ont vite planté leurs deux arbres et ont couru jusqu'à une voiture pour se mettre à l'abri, et ils ont attendu quelques minutes. C'était une averse, donc elle s'est interrompue. Nous étions tous bien mouillés, mais les deux chefs d'État ont repris leur chemin, et c'est là que s'est tenu ce que tu viens de décrire. Ils se sont approchés du catafalque. Nous nous sommes interrogés, et je l'ai demandé à François Mitterrand quelques jours après, mais était-ce au programme? Ce n'était pas au protocole. Et alors, il m'a fait une réponse comme il savait fort bien le faire, avec un petit sourire. Vous pensez que l'initiative vient de qui? Et je n'ai pas eu davantage de réponse. Mais quand on regarde le film, c'est quand même très troublant. Leurs deux mains s'approchent. Or, Kohl ne parlait pas le français, Mitterrand ne parlait pas l'allemand ni l'anglais. Je ne vois pas comment ils auraient pu communiquer. Je pense que c'était assez spontané. Donc ce fut un événement qui a marqué nos relations, mais je n'étais pas surpris de cette demande, et je n'étais pas surpris de cet événement et des conditions du déroulement, surtout ce geste hautement symbolique, parce que, d'une part, je connaissais bien François Mitterrand, et je suis moi-même lorrain, et j'ajouterai né dans la Meuse, et ma jeunesse, ma scolarité s'est déroulée dans une école élémentaire de la Meuse, le collège de la Meuse et le lycée de Bar-le-Duc. Donc je connais bien le terrain, et chaque fois que François Mitterrand venait en Lorraine, il avait des liens très particuliers qui tenaient à la guerre. Et donc il m'a demandé une fois, par exemple, essayer de retrouver le petit bois de sapin de la côte 304. Nous sommes allés à la côte 304 et je n'ai pas trouvé le petit bois de sapin, mais entre 1940 et les années, c'était peu de temps avant qu'il soit président, il est évident qu'en 50 ans, les sapins avaient disparu. De la même façon, une fois à Lunéville, il me dit « Oh, Lunéville, c'est là où, après avoir été blessé, donc à la côte, proche de la côte 304, il a reçu un éclat d'obus, et c'était le 4 juin 1940. Un éclat d'obus, il a été transporté dans une infirmerie de campagne, mais c'était ce qu'on a appelé la débâcle, c'est-à-dire qu'il a été mis dans une ambulance militaire qui a longé la vallée de la Meuse, c'est-à-dire Saint-Miel, Commercy, jusque Vittel. C'était tellement difficile de rouler, parce qu'il me l'a raconté plusieurs fois, qu'il a mis 3 jours complets pour faire de la côte 304 jusqu'à Vittel, dans une ambulance où ils étaient plusieurs blessés. Et lorsqu'ils étaient à Vittel, l'armée allemande arrivait.
Donc ils ont été transportés dans un hôpital de Bruyères dans les Vosges, et de sa chambre d'hôpital, il a vu arriver l'armée allemande, il a fait une photo de l'entrée de l'armée allemande à Bruyères, et les Allemands l'ont transféré à Lunéville. Et donc, à l'époque, il m'a dit, mais retrouvez la jeune infirmière qu'il m'a soignée. Et la jeune infirmière avait plus de 60 ans, comme je l'ai retrouvée, grâce au concours de l'Est républicain qui avait mis un petit papier. Et elle est aujourd'hui décédée, mais elle conservait précieusement différents documents. Là, je suis venu avec la photocopie d'un de ces documents. Il était à Lunéville et on lui a donné 10 minutes pour prendre ses affaires et monter dans un train qui l'emmenait en captivité, et il a griffonné sur un papier, sur un imprimé, car il ne devait pas avoir de papier blanc, je pars je ne sais où, veuillez écrire à mon père. Bon, c'est un mot très émouvant, et on voit le désarroi d'avoir 10 minutes pour partir, on ne sait pas pour où, et donc il fut prisonnier. C'est tout cela pour dire que les mercredis soirs, j'avais la chance de voir assez fréquemment Helmut Kohl, qui lui, mais tu l'as dit pour l'essentiel, avait des souvenirs familiaux de son père, de son oncle. Donc, dans leur conversation, j'ai le souvenir d'un repas à Sainte-Martine où tout le repas s'est déroulé avec des souvenirs. Et ce qui était très étonnant, c'est que ces deux hommes, qui avaient des différences fondamentales, politiquement, ils étaient de familles politiques très différentes, une amitié, moi je l'ai vu naître, et j'ai le souvenir d'un sommet précis à Francfort, sommet culturel, où après X rapporteurs de rapports qui ne nous passionnaient pas beaucoup, tout d'un coup Helmut Kohl dit « François », il le dit en allemand, et il dit « François, tu prends la parole », et François Mitterrand a parlé pendant 2h30 et la réunion a été terminée. C'est-à-dire, ce n'était plus les relations, chacun défendant son État, c'était deux personnes unies sur des objectifs qui étaient la coopération et la construction européenne. Ça a eu des conséquences pour l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Moi, j'avais critiqué, parce que j'entendais dans d'autres pays cette critique de ce couple franco-allemand qui était fermé. Et d'autres disaient, mais ce n'est pas normal, vous avez raison de vouloir coopérer, mais l'Europe, ça ne se fera pas. On reprochait un certain impérialisme franco-allemand, car certaines décisions se prenaient préalablement à deux. Et donc, suite à la cérémonie de Verdun, il a été décidé que l'Office franco-allemand pour la jeunesse pouvait ouvrir ses programmes à ce qu'on a appelé des pays tiers, c'est-à-dire des États membres de l'Union européenne. Et j'ai été confronté, on m'a demandé un rapport, est-ce qu'on ne doit pas transformer l'Office franco-allemand pour la jeunesse en office européen? J'ai fait un rapport assez défavorable, parce que l'Office franco-allemand est une structure binationale où chaque État contribue à égalité au budget, et tout doit être scrupuleusement binational, c'est-à-dire parmi les 70 salariés, 35 Français, 35 Allemands. Les véhicules, mon adjoint, secrétaire général adjoint avait un véhicule allemand, j'avais un véhicule français. Enfin, tout était calculé, et un statut du personnel avait été engagé qui était une synthèse entre les statuts du droit français et du droit allemand. Et la perspective de créer une machine européenne, je ne ferai pas de critique sur les structures européennes, mais on pouvait imaginer une machine qui risquait de tourner un petit peu dans le vide. Et donc, pour le sommet de Milan, j'avais rédigé un rapport, et c'est là qu'il a été décidé de créer des programmes européens, en particulier Erasmus,
pour les échanges de jeunes, et j'ai siégé comme expert à Bruxelles pour élaborer ces programmes qui sont une réussite. Et Office franco-allemand pour la jeunesse et les programmes européens sont à mes yeux complémentaires, car je vais terminer, je sens les signaux, mais je voudrais en guise de conclusion narrer enfin pas une aventure, quelque chose qui est assez triste, mais qui montre que dans la relation franco-allemande, il faut encore approfondir. Bien que lorrain, pour ma retraite, je me suis installé à La Rochelle, et La Rochelle a une particularité, c'est que la poche de La Rochelle fut le dernier territoire français libéré, car l'amiral qui commandait la place de La Rochelle avait décidé de ne se rendre que quand officiellement la guerre serait terminée et que l'Allemagne aurait abandonné. Et donc La Rochelle a été libérée le 9 mai 1945. Un officier français a pris contact avec l'amiral, il y a eu des entretiens confidentiels et secrets, et normalement l'aviation, je ne sais plus si c'est anglaise ou américaine, mais devait bombarder La Rochelle, comme il l'avait fait pour Royan et raser Royan. Et grâce à ces dialogues, La Rochelle n'a pas été bombardée. Et les choses, il y a eu quand même quelques combats, mais ça n'a pas été dramatique comme ailleurs. Et donc le maire actuel, c'était en début d'année, m'appelle et me dit « j'aurais besoin de ton avis ». Et il avait l'idée de donner un nom de rue du nom de l'amiral commandant la poche de La Rochelle. Le conseil municipal a voté à l'unanimité cette décision, et dans les jours suivants, ça a été un déferlement d'hostilité de la population, pétition, ainsi de suite, si bien que le maire a renoncé à donner le nom de l'amiral qui a épargné la ville. Et alors, je dois dire que j'ai été surpris, parce que je croyais, nous y sommes arrivés. Eh bien non. La relation franco-allemande, je suis persuadé qu'il faut poursuivre. Il existe encore beaucoup de préjugés, il y a l'histoire derrière nous. Donc la tâche est encore à mener. Merci. J'ai la redoutable tâche d'être le maître des horloges, donc je vais vous laisser une toute petite séance de questions-réponses, avec deux questions qui vont être posées en même temps pour que la réponse puisse peut-être être simultanée. C'est d'abord le lycée de Dieuze qui va poser sa question. Bonjour, je m'appelle Clément, je suis en seconde au lycée de Dieuze, et je voulais savoir quel impact le geste de Verdun a-t-il eu sur la France et sur l'Europe. Alors, deuxième question qui vient du lycée La Malgrange. Alors bonjour, nous appelons Léopold et Hugo, nous sommes élèves en première à La Malgrange, et puisque vous avez essentiellement parlé du président Mitterrand et du chancelier Kohl, nous souhaitions vous poser une question concernant les peuples. Comment le peuple français et allemand a réagi à ce geste inattendu ? Ça va être compliqué de répondre parce qu'il faudra beaucoup d'éléments et pourtant il nous reste juste 5 minutes pour terminer. Il y avait les premières élections européennes ont eu lieu, je ne sais plus en quel 79. Eh bien, Helmut Kohl a fait éditer une affiche pour les élections européennes où on voyait de dos les deux chefs d'État se tenant par la main. C'était quand même assez extraordinaire de voir en Allemagne la CDU mettre le président socialiste sur ses affiches. Ça montre bien que, par-delà les formations politiques, le geste en lui-même avait une valeur très, très importante.
Moi, j'ai eu la surprise, je me suis beaucoup occupé de relations internationales et j'étais, avant l'Office franco-allemand pour la jeunesse, directeur national des relations internationales d'une grande organisation dans différents pays, et en particulier la surprise ça a été en Chine, où rencontrant le ministre de l'Éducation, lors du repas, il me dit mais Internet y est pour beaucoup, hein. Donc il me dit mais c'était vous qui aviez organisé ce geste des deux chefs d'État français et allemands se tenant par la main. C'est dire que ça a eu un écho international important. Je vous conseille, on devrait le rééditer avec le Centre mondial de la paix, un petit livre qui avait été sorti il y a 5 ans sur l'exposition de caricatures. Et je pense que rien que de regarder ces caricatures, alors il y a des caricatures qui commencent au moment du geste de Verdun, c'est-à-dire en 84, mais qui vont jusqu'à, pas maintenant, mais c'était il y a 5 ans. Et ces caricatures autant françaises qu'autant allemandes. Donc ça va représenter ce que pensent à la fois les peuples français et allemands via leurs journaux et leurs médias respectifs. Et on voit l'importance de ce geste comme le symbole à la fois des relations de la réconciliation franco-allemande, mais aussi des relations franco-allemandes, qu'elles soient bonnes, mauvaises, au fur et à mesure. C'est-à-dire que, vous les regarderez sur le livre, mais la différence de taille entre certains présidents, donc qui sont grands, d'autres qui sont petits, donc on arrive aussi à rigoler et à rire par rapport à ça. Ces gestes symboliques, en plus, c'est assez important parce que, je vous ai dit tout à l'heure que ça avait fait le tour du monde. Il y a d'autres éléments symboliques qui font le tour du monde et qui, aujourd'hui, ont été scrutés et qui, de temps en temps, veulent être même repris. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, on est dans les commémorations des 30 ans. 30 ans, c'est des commémorations très importantes. C'est à la fois, on a un recul historique, déjà réel, 30 ans. Mais donc, on peut commencer vraiment à voir, parce qu'il y a une différence entre ce qui se passe au moment même, c'est-à-dire que par exemple, les médias français, si vous essayez de regarder ce qui se passait au niveau de Verdun, au moment où ça s'est passé, Verdun, je veux dire avant, hein, ils n'étaient pas enthousiastes, hein, encore, une commémoration amicale, soit, mais bon, ils n'arrêtent pas de se voir, Mitterrand et Kohl, la veille, ils étaient dans des essais militaires ensemble, encore, bon, voilà. Bon, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à avoir un geste qui allait avoir une telle répercussion. On ne peut pas. Et on est souvent dans ce cas de figure. Je prendrai un autre exemple, 30 ans aussi. En décembre dernier et en janvier dernier, la République tchèque et la Bulgarie commémoraient tous les deux à leur manière les deux visites de François Mitterrand à leur président de la République en 88, en décembre 88 et en janvier 89, dans ces deux pays-là, et les deux petits déjeuners qu'il organisa dans les deux ambassades de France, où il reçut des intellectuels des deux pays. Et dans ces intellectuels des deux pays, c'était des opposants. Et de ces petits déjeuners sont sortis les deux chefs d'État des deux pays, dont Václav Havel, le président tchécoslovaque. Les deux pays le commémorent encore, cette logique de petit déjeuner. Et bien voilà, maintenant, en ce moment, la logique du petit déjeuner pour essayer, dans une ambassade, dans un pays où il y a des problèmes ou ce genre de choses, est quelque chose qui est un symbole qui est utilisé maintenant dans certains pays et qui est réutilisé maintenant. Donc du coup, vous voyez l'impact symbolique que peuvent avoir un certain nombre, pas seulement de gestes, mais d'organisation dans la logique d'établir la paix et d'établir des relations aussi durables entre ou des pays, ou alors dans un pays où il peut y avoir une guerre civile, dans différentes parties ou de la population. Moi, j'en tire une conclusion qui est que
On peut bâtir un protocole très précis était élaboré pour cette cérémonie. Et ce devait être les plantations des arbres qui sont magnifiques. Hein, je vous invite à y aller voir. Nous allons remettre le panneau indicateur parce que au bout de 35 ans, celui que nous avions mis est détérioré. Mais ce devait être cette plantation des arbres par des lycéens, par des élèves, qui devait symboliser l'avenir. La pluie a gommé tout cet aspect et c'est l'improvisation qui est devenue le moyen de communication international. Donc savoir que quand on élabore un projet, mais il faut toujours une certaine souplesse permettant une improvisation. Merci messieurs, vous êtes pile poil dans le timing.